Bienvenue sur le podcast des notaires conseils d'entreprise, le premier réseau de notaires spécialisé dans le conseil aux entrepreneurs. Plus d'informations sur le réseau dans le descriptif. Aujourd'hui, nous lançons notre série sur la transmission d'entreprise. Une série en 4 parties, enregistrée à l'occasion des e-rencontres notaires chefs d'entreprise, notre événement annuel 100% digital. Cet événement, spécialement conçu pour éclairer les entrepreneurs, apporte les clés essentielles pour réussir sa transmission. Restez avec nous pour découvrir des conseils pratiques et des expertises sur ce sujet crucial. Et on débute tout de suite avec comment bien assurer le passage de relais. Rien ne sert de courir, il faut partir à point avec maître Jérôme Cesbron. Bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes notaire à Grenoble et président de NCE pour Notaire Conseil d'entreprise, et Bruno Jacquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué du CRA Lyon, le CRA pour cédants et repreneurs d'affaires. Alors tout d'abord, pour débuter, Bruno Jacquet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est, s'il vous plaît, le CRA ? Alors, le CRA, nous accompagnons les dirigeants qui souhaitent céder leur entreprise et les personnes qui souhaitent en acquérir. Nous sommes 240 en France, répartis sur 70 bureaux, et nous mettons notre expérience au service de ces personnes. J'ai moi-même acquis 5 sociétés et en ai revendu 4. Ça veut dire que vous êtes donc toujours en activité et toujours chef d'entreprise ? Oui, il faut rester occupé. Alors on va parler ensemble de la façon dont peuvent se dérouler ces cessions et ces acquisitions. Et Jérôme Cesbron, en tant que notaire NCE, en quoi cette activité, celle du CRA, est-elle complémentaire de la vôtre ? Elle est complémentaire en ce sens qu'on a l'habitude de dire, et c'est une réalité, qu'un chef d'entreprise dans une phase de transmission doit être accompagné au moins d'un homme du chiffre, c'est son expert comptable qui connaît en général très bien l'entreprise, d'un homme du droit, qui peut être un avocat, mais qui peut aussi être notaire. C'est d'ailleurs tout le sens de cette association notaire conseil d'entreprise, c'est de faire savoir aussi qu'on est compétent et légitime dans l'accompagnement du chef d'entreprise. Puis au-delà de ces 2 conseils institutionnels, on en trouve d'autres. On va trouver les établissements bancaires qui sont aussi partie prenante. Et puis le CRA est tout à fait intéressant puisque, comme le disait Bruno, ce sont essentiellement des chefs d'entreprise qui ont une expérience, qui ont une habitude et qui vont parfois dédramatiser, qui vont pouvoir accompagner l'humain, le côté psychologique. Et parfois, le chef d'entreprise qui commence à penser à céder va avoir quelques réticences à aller voir son conseil et va naturellement avoir plus de facilité à en parler avec son alter ego, j'allais dire, un chef d'entreprise également. Alors, dans votre association, j'ai précisé tout à l'heure que vous étiez à Lyon, il existe des conseillers comme vous un petit peu partout en France ? Oui, dans nos 70 bureaux, comme je vous le disais. Donc, ils sont répartis, avec parfois des spécialités, puisqu'en fait, on vient de domaines bien différents. Et les dossiers qui nous échuent sont effectivement en fonction du passé qu'on a pu avoir. Que ce soit de l'industrie, du service ? Voilà, de l'industrie, de l'agroalimentaire, du service ou d'autres activités. Alors, pour bien penser sa vente et l'organiser, quelles sont les premières questions à se poser côté cédant ? Alors, ces premières questions qui sont à se poser, c'est celles que les acquéreurs vont vous poser. Elles sont au nombre de 5. Il faut savoir se poser la question de ce que l'on vend. Donc, dans quel périmètre, de quelle manière on le fait. Ensuite, comment le fait-on ? Comment on va vendre ce patrimoine, en fait, qui est souvent, parfois un patrimoine familial. Pourquoi on le vend ? Ça, c'est une question que les acquéreurs vont nous poser. Quand on va le vendre, puisqu'en fait, il faut se préparer. Et quand on se met sur le marché, eh bien, où on est prêt pour vendre dans les mois qui viennent ou dans les années. Donc, les acquéreurs, il faut également les informer là-dessus. Et il faut se préparer également au montant que l'on en attend. Donc, combien l'on en attend. Alors, j'imagine que, Jérôme Cesbron, on ne parle pas tout à fait de la même chose, on ne se prépare pas de la même manière selon qu'on vende de l'immobilier, selon qu'on vende un fonds de commerce ou des parts. Alors, effectivement, dans les 5 questions évoquées par Bruno, il y a le quoi, le qu'est-ce que l'on vend, et il y a une différence fondamentale et qu'il faut bien comprendre quand on réfléchit à la cession entre céder son fonds de commerce et céder son entreprise. Céder son fonds de commerce, ça veut dire qu'on cède un actif, on cède un futur, et le successeur va reprendre essentiellement le droit au bail, les salariés et la clientèle. Et c'est tout.
Céder son entreprise, c'est beaucoup plus engageant, c'est beaucoup plus que ça, puisque certes, on cède tout ce qu'on vient d'évoquer, qui correspond à l'actif immobilisé d'entreprise, mais on cède aussi tout le reste, c'est-à-dire qu'on va céder les comptes bancaires, on va céder les stocks, on va céder les dettes. Donc on peut avoir un prix complètement différent entre la valeur du fonds de commerce et la valeur de l'entreprise. On comprend bien que si on a beaucoup de dettes et pas de trésor, on va baisser la valeur, alors que si au contraire on a plutôt une trésorerie florissante et plus de dettes, on va avoir une survaleur par rapport à la valeur du fonds de commerce. Donc c'est vraiment deux notions qui sont importantes pour savoir ce que l'on vend et pour savoir combien on le vend. Et puis, dans votre question, il y en avait une deuxième, c'est l'immobilier. L'immobilier, tout va dépendre souvent des choix qui ont été faits en amont, d'où l'anticipation qui est un maître mot quand on veut transmettre. Et ce choix, c'est de savoir si l'immobilier de l'entreprise, on l'a logé dans la structure d'exploitation, auquel cas, quand on va céder l'entreprise, on n'aura pas trop le choix, on va céder aussi l'immobilier avec, ce qui peut avoir une double contrainte. On n'a pas le choix, et puis ça peut créer une survaleur qui est difficilement finançable. C'est pour ça que souvent, on va avoir tendance à loger l'immobilier à côté, dans une autre structure, ce qui permet au moment de la cession de l'entreprise de choisir, de céder que l'entreprise et pas l'immobilier, éventuellement pour la céder plus tard. Et ça permet aussi au chef d'entreprise, si la cession intervient au moment de la retraite, de conserver quelques revenus complémentaires au moment de sa prise de retraite. Et ça, précisément, on y reviendra dans notre quatrième entretien en toute fin de programme. Je vous invite également à nous poser vos questions en direct dans notre chat. On posera les questions donc en direct à nos invités. Elles m'arrivent directement sur cette tablette. N'hésitez pas à en faire usage dès à présent. Jérôme, je reste avec vous. Selon qu'on cède à un membre de sa famille ou pas, est-ce que l'accompagnement, là aussi, est différent, sachant qu'on va revenir plus en détail sur cet aspect de la donation un peu plus tard dans la matinée. Tout à fait. Il y a le sujet du mode de transmission. Est-ce que c'est cession, est-ce que c'est donation, et avec quelle fiscalité, tout ça, c'est la table ronde suivante qui en parlera. En termes d'anticipation, en termes de questions à se poser, effectivement, quand on a une transmission familiale, il y a un sujet qui va prendre plus de place et plus d'importance, c'est le passage de relais. C'est à quel moment le chef d'entreprise cédant, mais qui est aussi parent, va réellement confier les rênes de l'entreprise à son enfant. Et l'expérience montre que c'est un sujet qui est, encore une fois, qui est extrêmement important et qu'il faut bien traiter si on veut que la transmission se passe bien. Parce que on a parfois des parents qui ont tendance à céder sans céder, qui ont transmis à leur enfant, mais qui sont toujours sur place, qui ont toujours leur bureau et qui continuent à décider. Donc la question du management, la question de la décision est un sujet qui est extrêmement important, qu'il faut anticiper. Il faut que ce soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Et voilà, il y a une attention particulière à apporter à cette question de la transmission du management, de la gestion d'entreprise. Alors, Bruno Jacquet, en introduction de son propos, Maître Cesbron évoquait la nécessité de s'accompagner d'hommes du chiffre et d'hommes de loi. À partir de quel moment est-ce qu'il faut constituer comme ça une équipe autour de soi pour être accompagné dans la cession de sa société ? Dès le début de sa réflexion, de façon à ce que personne ne soit surpris. Donc il faut prévenir experts comptables, avocats et notaires. C'est pas parce que nous sommes aujourd'hui au NCE que j'insiste sur le côté notarial, mais qui effectivement est très important et n'est pas traité par les deux autres spécialités très souvent. Et là, il faut que le chef d'entreprise se fasse entourer parce qu'il a un nouveau métier en même temps que son activité normale, qui est celle de vendre son entreprise. Et souvent, les chefs d'entreprise n'ont jamais vendu leur société. Donc, il faut qu'effectivement, ils puissent se décharger sur cette partie-là, parce qu'ils gardent la partie activité, mais ils ont, en plus de ça, la partie de cession d'entreprise. Mentalement, comment ne pas se laisser gagner, voir son esprit trop occupé par la cession pour rester malgré tout opérationnel ? Alors souvent, c'est l'inverse. Le chef d'entreprise a du mal à se mettre dans la partie de cession parce qu'il y a des questions affectives, etc. Mais il faut que le dirigeant se mette bien à l'esprit qu'en fait, il est face à ses plus gros clients, à son plus gros client. Il a des clients tous les jours,
mais là, c'est le plus gros client de sa vie. Il vend son entreprise. Donc ça, c'est une phrase que j'aime bien prononcer et de leur dire, ben là, vous êtes face au plus gros client que vous avez. Vous accordez beaucoup de temps et d'allégeance aux clients classiques. Ben là, il va falloir en avoir. Jérôme Cesbron, il y a parfois des sessions qui sont subies. Est-ce que cela change quelque chose? Alors dans l'accompagnement, oui, mais dans le tempo également de cette session. Alors, ça change, j'allais dire, ça change tout. Ça change tout. Une session anticipée, une session préparée va permettre de déminer un certain nombre de sujets, va permettre de préparer les infos qu'on va donner, le contexte de l'entreprise. On va se poser la question de l'immobilier d'entreprise. Est-ce que, pour peu qu'on soit propriétaire de l'immobilier par une société, est-ce que le montant du loyer est le conforme ou est-ce qu'il faut le mettre à jour maintenant? Parce que c'est un sujet, si on l'aborde au moment de la session, qui va être crispant. Va se poser la question de la rémunération, va se poser la question de la gestion des stocks, etc. Donc, en anticipant, on arrive à traiter et à gommer un certain nombre de sujets. Si on subit la session parce qu'elle n'a pas été préparée, c'est autant de sujets qui n'auront pas été préparés qui vont être des grains de sable en plus au moment de la session. Donc la session subie, c'est vraiment ce qu'il faut éviter à tout prix. Et pour l'éviter, je rebondis sur ce que disait Bruno, il faut en amont constituer cette équipe d'accompagnants pour anticiper au maximum la transmission. Alors, vous disiez tout à l'heure, Bruno Jacquet, qu'il fallait anticiper au maximum, et dès que finalement l'idée de session avait commencé à germer, commencé à constituer une équipe autour de soi, est-ce qu'il y a un temps incompressible pour une session? On se dit, il faut 6 mois, 1 an, 2 ans Oui, une session, si vous voulez, ça ne se fait pas en moins de 6 mois. C'est-à-dire à partir du moment où le dirigeant met son affaire sur le marché, et je ne dis pas à partir du moment où il l'a préparé, mais à partir du moment où il présente son affaire sur le marché, ça ne se fait pas en moins de 6 mois. Ensuite, les délais, il n'y a pas de délai particulier, ça dépendra de l'implication que le dirigeant mettra et la volonté qu'il aura effectivement à mettre son affaire et à la présenter. S'il prend un intermédiaire, il faudra qu'il ait des reportings réguliers, qu'il anime tout ça, qu'il ne laisse pas aller, que lui-même réponde très rapidement aux questions des acquéreurs, pour qu'il prouve effectivement qu'il est vraiment vendeur et que les acquéreurs puissent voir effectivement l'intérêt que porte le cédant à leur proposition. Alors, on reviendra dans la table ronde suivante sur la transmission à titre onéreux, donc la vente. Est-ce que les conditions de marché aujourd'hui font que le temps de cession d'une entreprise est en train d'augmenter, ou est-ce qu'il n'y a pas réellement d'impact au CRA? Qu'est-ce que vous avez constaté chez vous? C'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a moins d'engagement. Les banques suivent. C'est mon avis. Tout ce que je vous dis là, c'est mon expérience. Donc, ce n'est pas une question financière. Les bonnes affaires se font. Mais les acquéreurs sont plus compliqués et il y a plus de cédants que d'acquéreurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, mais sur tout marché, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de prétextes pour ne pas faire. N'hésitez pas à vous poser, à poser vos questions dans l'onglet chat. On a déjà une première question qui nous arrive. C'est combien de temps rester dans l'entreprise après la session? Alors là, il faut être très clair. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je pense qu'il faut être clair toute sa vie, mais là encore plus. Il faut se mettre d'accord avec l'acquéreur, contractuellement, avec tous les détails, qu'ils soient rémunérateurs, sur la fonction, sur un vrai contrat de travail, pour savoir ce que l'acquéreur en attend, et puis partir en confiance, être pleinement sûr de ce que l'on va faire, et surtout, je donne une image, on laisse son bureau le premier jour. C'est-à-dire que le premier jour, le nouveau dirigeant qui vient, prend votre place. Donc ça fait quelque chose à tout le monde, mais le nouveau dirigeant se met à la place du pilote, et puis l'ancien prend sa place de copilote. Il faut savoir déjà lâcher le siège au-delà du capital. Donc. Oui, tout à fait. Pour rebondir sur cette question, je partage évidemment l'analyse de Bruno, et j'y ajouterai juste deux éléments. Le premier, donc en termes de clarté, il faut aussi qu'aient été convenues les modalités financières de l'accompagnement. Est-ce que l'accompagnement fait partie du prix
et donc n'est pas rémunéré en plus, ou est-ce que l'accompagnement du cédant va donner lieu à une rémunération? Évidemment, plus la durée est longue et plus la question est importante, et plus on aura probablement une rémunération complémentaire. C'était le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que, à mon sens, il faut faire attention à ce que cet accompagnement soit pas trop long. Alors il y a deux contextes un peu différents. Si on a une transmission de savoir, l'accompagnement peut être un peu plus long. On a parfois un repreneur qui n'a pas toutes les compétences techniques et qui va les acquérir. Si on a uniquement une transmission de management et de gestion de l'entreprise, il faut assez vite, à mon sens, que le cédant, certes, il a pris le bureau le cessionnaire a pris le bureau, mais il faut aussi que le cédant laisse sa place complètement et qu'il disparaisse de l'entreprise. Vous avez évoqué la question de la valeur. À partir de quel moment est-ce qu'on doit aborder la question du prix? Dès le deuxième entretien. Il faut que dès le deuxième entretien... Mais pas le premier soir. Non. Alors souvent, en fait, si vous voulez, l'acquéreur n'aborde pas ça la première fois parce que on fait connaissance l'un et l'autre. Le cédant fait connaissance avec l'acquéreur pour voir s'il peut effectivement faire affaire ou pas. Ils font une première bonne impression tous les deux. Mais dès le deuxième entretien, il faut que chacun sache à quoi s'attendre. Il faut que l'acquéreur sache que le cédant souhaite obtenir de sa cession, et il faut que le cédant voit quelle est la réaction de l'acquéreur pour voir s'il en a les moyens ou pas, ou s'il rêve. On nous pose la question de l'information des salariés. Est-ce qu'elle est obligatoire, quelle que soit la taille de l'entreprise? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. La loi prévoit une information du salarié. Alors pourquoi je dis malheureusement? Parce que c'est une information, c'est une évolution législative qui part d'une idée qui se défend, qu'il est important que les salariés soient associés à la gestion et à la vie de leur entreprise. Mais la manière dont ça a été traduit, ça crée plus un frein qu'autre chose, puisqu'on a une obligation d'information, on a des délais qui peuvent être contraignants, et on n'offre rien finalement aux salariés, puisque ce n'est pas un droit de préférence, ce n'est pas un droit de préemption, ça n'est qu'une information. Et en pratique, souvent, le chef d'entreprise ne souhaite pas communiquer avant d'être à peu près certain que le deal va aller au bout, parce que sinon il y a peur de démotivation de ses employés. Donc il ne va pas communiquer tout de suite, et au moment où il va être, tous les feux seront verts, ça sera déjà un peu tard pour respecter les délais. Donc c'est une obligation obligatoire qui n'a pas grand intérêt. On nous demande également quel prestataire dispose des compétences pour mettre en vente l'entreprise sur le marché. Est-ce qu'il existe un bon coin de l'entreprise à vendre ou à acheter? Alors, vous avez effectivement des spécialistes qui publient, effectivement, il y a des sites qui sont plutôt pour des entreprises de petite taille. Et puis ensuite, il y a des cabinets de conseil qui font effectivement de la cession et de l'acquisition de l'entreprise moyenne à des grosses sociétés et qui, à ce moment-là, montent un dossier de présentation de l'entreprise de manière à rédiger une plaquette, puisqu'en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est le plus gros client du dirigeant. Donc moi, je pense qu'il faut, dans la préparation, effectivement, rédiger une plaquette qui présente la société, y compris photographique, des locaux, du matériel, etc., comme la société a une plaquette pour vendre ses produits. Alors on n'est pas là pour faire de la publicité à ces entreprises, néanmoins j'imagine que la personne qui nous pose la question attend peut-être quelques noms. Vous avez comme ça 3-4 noms à Fusac, vous donner en société, en site. Après, en beaucoup plus gros, vous avez EY qui s'en occupe. Voilà les deux premiers qui me viennent à l'esprit et qui sont des gens sérieux. On a une autre question. Est-ce qu'il y a des régions plus dynamiques que d'autres au niveau des cessions reprises? Oui, dans les régions dynamiques économiquement. Les gens, économiquement, et puis aussi la volonté des acquéreurs de s'établir. Le Midi et le Sud attirent beaucoup de monde. La région parisienne est très dynamique, la région lyonnaise, toutes les grosses métropoles. Très bien, donc on fait la carte des métropoles et on tisse sa toile autour. Conseilleriez-vous à l'acquéreur de conserver l'expert comptable de sa cible, Jérôme Cesbron? Alors, la réponse n'est pas évidente. Le contexte y fait beaucoup.
les atouts, on va plutôt raisonner en avantage-inconvénient. L'avantage de le conserver, c'est qu'il connaît l'entreprise et qu'il peut être de bons conseils. Inversement, une relation chef d'entreprise expert comptable, comme une relation chef d'entreprise notaire d'ailleurs, a besoin de confiance, a besoin de feeling, et c'est important d'avoir cette relation de confiance. Donc si le chef d'entreprise, si le cessionnaire a déjà ses propres conseils, je vais plutôt lui conseiller de les conserver. S'il n'en a pas et que le courant est bien passé, pourquoi pas, mais c'est pas une recommandation forte de le conserver. Est-ce qu'il y a un bon moment pour vendre son entreprise? Est-ce qu'il y a une saisonnalité, le courant d'année, le début d'année, la fin d'année, le début d'exercice? Alors, on se reporte toujours au dernier bilan, mais le bilan dans l'année, c'est traditionnellement très souvent au 31 décembre, mais vous en avez qui se clôturent à fin juin. C'est parfois une augmentation de la période de réflexion. On dit, je vais attendre que vous sortiez votre dernier bilan, mais il y a des situations qui sont possibles au passage. Donc non, il n'y a pas de périodicité ou de période plus particulière. Et puis on y reviendra également avec nos invités suivants. On évoquera dans la question du prix la possibilité d'aménager ce prix en fonction précisément de l'exercice à venir ou des exercices à venir en fonction de l'actualité de l'entreprise. On va prendre juste 2 petites dernières questions avant de passer à la table ronde suivante. En cas de cession d'entreprise, on nous revient sur cette question des salariés. Il n'y a quand même pas un droit de préférence qui est mis en place lors de la cession du fonds de commerce? Non, il y a une obligation d'information. Il n'y a pas de priorité. Mais il n'y a pas de priorité. C'est pour ça que je disais que l'exercice n'est pas allé au bout. Alors, ce serait compliqué de le mettre en place, parce que il n'y a pas que l'envie d'acheter, ni même la possibilité financière. Il y a la question des professions réglementées, il y a la question des agréments, il y a plein de sujets qui font que, même si on avait un droit de préférence ouvert par la loi, parfois on ne pourrait pas l'appliquer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ça n'est que une information. Je compléterai les propos de Jérôme. C'est effectivement une fausse information, parce qu'en fait, on divulgue. Il n'y a rien à cacher. Mais si vous voulez, quand vous vendez votre entreprise, vous êtes quand même bien à le faire, vous, avec les contacts que vous avez, plutôt qu'à le mettre sur le marché, pour des tas de raisons. Pour les salariés, effectivement, mais pour les fournisseurs, pour les clients, tout le monde vient s'inquiéter. Vous travaillez bien avec une entreprise, le dirigeant va s'en aller. Qu'est-ce que va-t-il se passer? Qu'est-ce que cela va venir? Il faut informer quand c'est fait, très vite, il faut le dire, très clairement. Mais cette information préalable n'est, à mon avis, que néfaste. Merci. On va prendre cette dernière question. Donc, qui d'autre que les experts comptables peuvent établir une valeur d'entreprise, nous demande-t-on dans le chat. Maître Cesbron. Tous les conseils? Oui, en fait, la valorisation de l'entreprise, elle tient aux données comptables, mais pas que. Donc l'expert comptable va avoir la maîtrise, la connaissance des aspects purement comptables et financiers. Après, la valeur de la clientèle, la valeur du fonds de commerce, le contexte, ça peut être une réflexion commune de l'ensemble des conseils. Et ça n'est en tout cas pas que une somme mathématique. Sinon, il n'y aurait pas de questions qui se posent sur la valeur de l'entreprise. Or, il y a toujours des questions qui se posent. Merci, Maître Cesbron, Jérôme Cesbron, donc président de NCE et notaire agronome. Merci également à vous, Bruno Jacquet, délégué du CRA à Lyon, CRA pour cédants et repreneurs d'affaires. Merci d'avoir écouté cet épisode des Notaires Conseils d'entreprise. Pour en savoir plus sur l'association, rendez-vous dans le descriptif.